Après s'être responsabilisé un peu mieux sur la culture du risque, on va pouvoir maintenant parler de nos infrastructures et de chercher à savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut renforcer leur résilience de nos logements, de nos transports, de nos routes, de nos ponts également. On va en parler avec vous trois. Là encore, on pense, quand on parle dégâts sur les infrastructures, à des routes coupées. C'est arrivé dans les Pyrénées, en Vallée d'Aspe, en septembre. La route qui va vers l'Espagne est toujours coupée d'ailleurs à ce jour. On pense encore une fois au littoral et à des bâtiments qu'on est obligé de détruire. On pense à des rails aussi, de voies ferrées qui se dilatent sous l'effet de la chaleur en plein été, ou à des logements qui deviennent carrément invivables, en été comme en hiver. Bref, les effets du dérèglement climatique commencent lourdement à peser sur toutes nos infrastructures. Et il va falloir tout de même maintenant lutter contre un phénomène le dérèglement climatique, qu'on n'a jusqu'ici pas réussi à véritablement enrayer. Tout ça aura un coût, sachant que le coût de l'action sera quand même beaucoup moins important que le coût de l'inaction. On va aussi l'aborder avec vous trois. Alors, quelles sont les menaces? Quels éléments menacent véritablement nos infrastructures et leur habitabilité? Est-ce qu'on peut adapter les infrastructures qui existent, les historiques, ou est-ce qu'on doit carrément aller jusqu'à les reconstruire et les déplacer? Et enfin, est-ce que ce moment ne serait pas l'occasion d'un retour au local dans nos modes de gestion? Pour en parler, je vous reçois tous les trois et vous d'abord, Guillaume Perrin, vous êtes directeur du programme Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Ça se passe dans le cadre de la Fédération nationale des collectivités territoriales et vous les aidez à améliorer l'efficacité énergétique de leur parc de logements et de bâtiments notamment. Priscille Béguin, juste à votre gauche, vous avez cofondé en 2014, je crois, l'outil qui s'appelle Kraken, qui est un outil numérique de simulation hydraulique. En gros, vous faites monter l'eau, comme vous aimez le dire, sur un territoire, pour voir justement comment l'eau va se déplacer entre les bâtis qui existent déjà. Et enfin, tout là-bas à ma gauche, David Zambon. Bonjour, vous êtes directeur infrastructure de transport du CEREMA et vous nous parlez notamment de l'impact du changement climatique sur les ponts et chaussées. Il y a un élément qui peut être particulièrement créateur et destructeur, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'eau. C'est un élément qui impacte les routes particulièrement. Bonjour à tous. Je pense que les images qu'on a vues de la séquence précédente le montrent directement. C'est-à-dire que derrière les différents phénomènes extrêmes et l'évolution de la pluviométrie, l'impact sur le territoire, le fonctionnement du territoire et singulièrement celle des infrastructures, elle est évidente. La séquence précédente a mis l'accent dans la culture du risque sur la première étape qui est celle de la protection des populations. J'allais dire qu'on parle sécurité civile, on s'assure qu'ils sont dans une situation de sécurité. L'étape 2, la plupart du temps, c'est l'accès des secours. L'accès des secours, c'est le rétablissement des voies de circulation, quelles qu'elles soient. Donc l'infrastructure dans une situation de crise, qu'elle soit celle d'un glissement de terrain, qu'elle soit celle d'une inondation, qu'elle soit celle d'autres phénomènes, va être très vite finalement dans les priorités. Et donc la préoccupation de sa résilience, de sa manière de résister ou de s'adapter à ces phénomènes climatiques, elle est effectivement première. Et c'est crucial parce qu'on est tellement sur des territoires interdépendants les uns les autres que quand il y a une catastrophe et que ça coupe les réseaux, on peut plus venir en aide. Donc, à la fois, on peut plus venir en aide, et puis on a une chance, ça dépend des territoires, ça dépend de la géographie, d'avoir un réseau qui peut être aussi maillé, c'est-à-dire que la question de l'accès du service qu'apporte une infrastructure pour desservir tel ou tel territoire, elle ne s'analyse pas forcément au travers d'une seule infrastructure, mais au travers du système d'infrastructures qui permettent de desservir un territoire. C'est aussi une manière d'aborder le sujet sur la priorité qu'on peut donner sur un axe ou sur un autre. Alors juste à côté de vous, c'est pas une hydrologue, mais peut-être pas loin quand même, Priscille Béguin. Est-ce que l'eau le cycle de l'eau est devenu carrément incontrôlable aujourd'hui? Alors, on n'a jamais contrôlé le cycle de l'eau. C'est bien. On a voulu le contrôler. On a voulu le contrôler longtemps. Un intervenant disait tout à l'heure qu'on ne pourra jamais empêcher l'eau de monter. Il y aura toujours des moments où il y aura des inondations. Et ça, c'est une chose qu'on a essayé d'oublier dans les années 70-80 en faisant des magnifiques routes au-dessus des rivières, en se disant qu'une fois qu'elle était en souterrain, il n'y aurait plus de problème. L'eau, c'est quelque chose d'assez inarrêtable. Une des particularités de l'eau, hydrologiquement parlant, c'est qu'elle va choisir un chemin préférentiel d'écoulement, donc une rivière, un lit, et qu'elle va toujours y revenir, même si on met des barrages, même si on met des ponts, des routes. Il y a un moment donné où, quand il y aura trop d'eau, elle va reprendre
son lit majeur et elle va tout détruire sur son passage. Le cycle de l'eau, c'est la première victime du changement climatique. Quand la température monte, la première chose qui change, c'est la façon dont il pleut, c'est la façon dont l'eau coule. Et donc, c'est la façon dont on va avoir une alternance entre sécheresse et inondation. On le voit extrêmement bien en Europe, spécialement en France, où dans les 10 dernières années, on a vraiment eu un changement majeur de mécanique d'inondation et de sécheresse, avec une augmentation très importante de la fréquence de ces événements. On le voit en Espagne il y a quelques semaines, évidemment. On l'a vu cet été dans le sud de la France. On l'a vu du coup l'année dernière dans le Pas-de-Calais. On est un pays extrêmement sensible aux inondations et ça va continuer à augmenter avec le temps. Et nos bâtiments sont vulnérables aux inondations globalement? Techniquement, tout est vulnérable à l'eau. C'est bien le problème, c'est une force vraiment destructrice incroyable, c'est une force de création importante, mais rien ne résiste à l'eau. En fonction de la quantité qu'il y a toujours un moment où les choses cassent. Les bâtiments sont évidemment, entre guillemets, les premières victimes avec les infrastructures. Donc les logements, les routes, et puis les voitures aussi se déplacent très facilement dès qu'il y a plus de 40 cm d'eau. Il y a des endroits où on ne pourra plus vivre à cause de l'eau qui passe. Il y a peut-être des endroits où on ne pourra plus vivre non plus à cause de la chaleur ou des logements où on se sentira en fait pas bien du tout. C'est un sujet sur lequel vous travaillez, Guillaume Perrin, l'efficacité énergétique. C'est ça, c'est à la fois pour un but premier de moindre consommation, mais à la fois et avant tout sur du long terme, sur comment est-ce qu'on arrive à adapter les bâtiments sur du long terme. On a un enjeu aujourd'hui qui est double, vous l'avez bien dit, à la fois un enjeu de ne pas avoir trop chaud en été et de ne pas avoir trop froid non plus en hiver. On a 300 000 mètres carrés de bâtiments publics en France côté collectivité, 300 000 aussi côté État, après la même chose côté privé. L'enjeu, c'est comment on part de ce parc de bâtiments existant pour le faire muter sur du long terme et l'adapter à ces vagues de chaleur et ces vagues de froid en l'occurrence. Donc on a des avancées architecturales, technologiques majeures pour les nouveaux bâtiments. Sauf que l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les bâtiments existants qui sont la majorité. J'interviens parfois où je montre une carte de Paris, où je prends une photographie de Paris, 2 fois la même photographie, et je la sous-titre en disant Paris aujourd'hui, Paris en 2050, à 15% près. Parce qu'on estime qu'à peu près dans la construction du tissu parisien, et c'est le cas aussi pour un certain nombre d'autres métropoles, avec des cœurs anciens, avec des bâtiments classés ou autres, les bâtiments en tant que tels ne pourront changer dans le sens déconstruction pour des nouveaux bâtiments qu'à hauteur de 15-20% maximum. Donc l'enjeu, c'est déjà d'agir sur ce qu'on a en priorité. Et ça vient, je sais que vous ne voulez pas en parler, mais vous l'avez mentionné à la fin de la dernière intervention, en écho favorable avec la politique de l'approche ZAN, justement aussi. Zéro artificialisation nette. Zéro artificialisation nette. Comment est-ce qu'on part d'un bâti déjà existant, de friches en tant que tel, de bâtis non utilisés, pour le réinventer et à partir de là, faire de la durabilité en termes d'habitation et d'usage. Pareil, on parlait du logement, des écoles, c'est la même chose. D'autres usages qu'il faudra peut-être interroger aussi dans leur pertinence. Je pense par exemple aux patinoires ou autres. À quelle échelle il faut les patinoires? Est-ce qu'il faut encore par rapport aux piscines? Quel choix je vais faire? Ça, c'est à la main des élus et c'est un vrai enjeu du mandat actuel et du mandat à venir. Et est-ce qu'il n'y a pas une impasse entre le patrimoine et l'adaptation au changement climatique? On a des bâtiments en pierre, par exemple, auxquels on tient beaucoup. On est très attaché. C'est le cas à Bordeaux, par exemple, où la mairie réfléchit beaucoup à ça. Est-ce que c'est possible véritablement de requalifier ces bâtiments, de les faire entrer dans l'ère de la transformation énergétique? Tout est possible dans l'absolu. On a le même débat quand on va passer de bâtiments avec des toitures classées ou autres. Les panneaux photovoltaïques, par exemple, je vous donne un exemple très concret, on peut effectivement les coloriser. Par contre, si on les colorise pour sortir effectivement de ce blanc, celui monocristallin, etc., ce bleu clair, bleu électrique, et pour le faire passer en rouge, par exemple, c'est possible, on perd en rendement. Donc il y a un endroit où la courbe va se croiser entre effectivement perte en termes de rendement, mais meilleure intégration. Et qui dit perte de rendement dit aussi, qui dit meilleure intégration dit aussi coût plus cher aussi. Donc à quel moment on accepte de croiser les courbes? Et il faut trouver ce bon équilibre. Et c'est des débats qui sont assez intéressants, porteurs aussi autour du patrimoine, qui décident de l'usage du patrimoine. Un patrimoine historique dans le centre d'une ville, c'est autant au maire, autant à l'architecte des bâtiments de France, autant à tout citoyen. On est en pleine actualité avec la rénovation de Notre-Dame en ce moment. Rappelons-nous collectivement des projets assez imaginatifs qui avaient porté un certain nombre d'architectes sur quel devenir de la toiture de Notre-Dame. On avait reconstruit à l'identique au sens 19e siècle, post-Viollet-le-Duc, etc. Ou bien des projets beaucoup plus fous, faire des toitures transparentes, couvrir de panneaux photovoltaïques, faire des parcs urbains, etc. Comment est-ce qu'on part d'un monument et qu'on arrive à le faire dans l'avenir? Qui a raison? Qui a le droit de prendre cette décision?
Dans le cas de Notre-Dame, c'était quand même assez marqué, effectivement. Dans le cas du patrimoine communal ou autre, il y a cette discussion, il y a l'élu qui a le temps d'un mandat, qui est assez court, les citoyens et l'architecte des bâtiments de France qui vont beaucoup jouer. Et l'enjeu, c'est de se dire qu'on a des bâtiments qu'on veut faire traverser les âges aussi. Si on a des bâtiments qui n'arrivent pas à s'adapter, qu'on ne peut donc plus utiliser, qui vont donc tomber en déliquescence, est-ce que c'est pas mieux quand même de se dire j'ai quand même des choses à faire, par exemple en isolant vers l'intérieur, sans faire de l'isolation vers l'extérieur si la façade est classée, ou inversement, je travaille sur la ventilation, je travaille sur l'hygrométrie, je travaille sur la chaufferie fuel qui est dans les caves, qui est effectivement obsolète, en plus d'être très émettrice en carbone. Et pour des bâtiments, à quel moment est-ce qu'on se résout à se dire bah là on peut pas rénover, c'est trop compliqué, il y a un chantier trop grand, on doit reconstruire? Alors, c'est quoi les points de bascule? pour moi, le point de bascule principal sur est-ce qu'on déplace ou pas, c'est une question de vulnérabilité. C'est-à-dire à quel point un bâti, une structure, une maison ou même un quartier entier va être sensible ou pas à un événement, un aléa donné. Donc la question c'est à quel point l'endroit est risqué en termes d'inondation, par exemple. Comment ce risque va évoluer sur les 50 prochaines années. Est-ce que ça va devenir de plus en plus risqué ou est-ce que le risque va diminuer? Et il y a un moment donné où, en fait, juste si on a les pieds dans l'eau sur 20 cm tous les 4 ans, on n'aura peut-être pas envie de changer de canapé tous les 4 ans et on va juste vouloir changer de maison. Et donc la question de quand est-ce que c'est plus adaptable, c'est d'abord quand est-ce que c'est plus viable. Parce que quand c'est plus viable, ça veut dire qu'on n'a plus l'énergie à dépenser dans ce bâtiment pour y rester. C'est plus intéressant de changer le lieu de vie. Et c'est là-dessus qu'on travaille, nous, c'est déterminer où sont les endroits de grande vulnérabilité, comment cette vulnérabilité va augmenter dans le temps, et donc quand est-ce qu'on peut plus agir à l'échelle du territoire parce que la vulnérabilité est trop grande. Et vous qui, dans vos clients, avez des collectivités notamment, est-ce qu'aujourd'hui elles sont prêtes juste à considérer le fait de devoir bouger? Alors, moi, je donne des données, hein, je ne lance pas la discussion politique sur le déménagement des communes. Je pense qu'on est clairement au début de la compréhension de ce que ça veut dire l'adaptation climatique. Le changement climatique et son adaptation au changement climatique, ça va faire des dégâts. C'est pas juste on fera du rosé dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça va obligatoirement demander d'avoir des discussions extrêmement difficiles et extrêmement douloureuses, traumatiques pour les gens, parce qu'il va falloir déplacer des populations. En France, on fait déjà ça, on déplace déjà des populations à certains endroits qui sont en vulnérabilité trop importante par rapport au changement climatique. L'adaptation, donc, c'est maintenant qu'il faut la faire, parce que c'est maintenant qu'on vit le changement climatique. Et oui, il y a des discussions très difficiles à prendre en main politiquement sur des lieux. C'est le début des débats. Le fait qu'on ait justement choisi collectivement, donc étatiquement, un axe de changement climatique favorable où on dit on va faire plus 3 degrés en France et donc ça veut dire quoi en termes d'adaptation, ça aide beaucoup les discussions parce que ça permet d'avoir un état global. Tout le monde est d'accord autour de la table pour dire on va s'adapter à ça, et à certains endroits s'adapter à ça c'est aussi dire ce sera Venise en fait. Donc est-ce qu'on crée une nouvelle Venise à tel endroit, ou est-ce qu'on déplace certaines populations? Est-ce qu'on protège certains quartiers? Est-ce qu'on met des millions et des millions d'euros pour faire de la protection ou pas? C'est des discussions politiques qui sont très importantes, qui sont complexes, qui ont plein d'enjeux. Nous, on apporte de la donnée sur qu'est-ce que c'est que cette vulnérabilité, quels systèmes d'adaptation sont efficaces ou pas à moyen et à long terme, et à quel point ça va coûter collectivement pour adapter ces territoires. Et des arbitrages politiques, les routes y sont aussi soumises. On l'a vu l'an dernier avec la fermeture de l'A13. Il y a des routes qui ne sont pas assez entretenues par les collectivités et qui donc peuvent plus être utilisées comme avant. Il y a une double peine véritablement pour le réseau routier entre des conséquences du changement climatique qui s'aggravent et un entretien qui n'a pas été fait. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper ce retard-là? Un entretien qui n'a pas été fait ou qui n'a pas été suffisamment fait, parce que les routes et les ponts, d'ailleurs. Les crédits annuels à l'échelle d'une nation comme la France, c'est à peu près 15 milliards d'euros par an consacrés aux infrastructures routières. Donc il se fait des choses. La question, elle est qu'on est sur un patrimoine routier de plus d'1 million de kilomètres, 250 000 ponts. Donc on voit bien qu'on est à la fois effectivement dans un effet de ciseau d'un patrimoine considérable qui vieillit, qu'il faut entretenir, pour lequel on n'a peut-être plus tout à fait les moyens de cet entretien, et un vieillissement qui lui-même est accéléré, voire des sections ou des secteurs avec une forte vulnérabilité aux phénomènes climatiques ou à d'autres mouvements de sol, retrait gonflement d'argile, glissement de terrain, etc., où effectivement vient s'ajouter une autre
une autre donnée à cette évolution de ce patrimoine. Donc on retombe dans des débats de même nature, c'est-à-dire on fait une analyse d'enjeux, on vérifie quels sont les besoins, on croise toutes les données possibles, et puis à un moment, il y a des choix à faire sur les solutions d'adaptation qui peuvent se traduire par le choix de fermer un itinéraire ou déplacer une infrastructure. Les enjeux financiers sont aussi assez considérables, donc cette analyse, elle va croiser toutes ces données du financement, de la faisabilité, de l'acceptabilité qu'une infrastructure peut, pendant une période, être fermée. En montagne, quand la neige est très, très haute, quand il y avait encore beaucoup de neige, c'est un petit peu moins, il y avait des routes qui étaient fermées l'hiver, tout l'hiver. Donc on peut avoir des routes qui sont fermées parce qu'il y a des périodes où, parce que inondation, parce que autres risques, on accepte cette configuration-là. Est-ce qu'on parle de nouveaux matériaux aussi pour une route? Est-ce qu'on se dit on ne va pas la rénover, ça ne sert à rien, le matériau est dépassé? On a maintenant, par exemple, des nouveaux goudrons qui laissent passer beaucoup mieux l'eau. Alors, il y a un sujet reconstruire avec ces nouveaux matériaux-là. Il y a un sujet de la gestion de l'eau autour d'une infrastructure. Et cette gestion de l'eau, elle est de différentes natures. Les routes qui font des digues, en général, ça tient, sauf situation exceptionnelle ou infrastructure d'eau, on sait que sur le long terme, ce ne sont pas forcément les meilleures des solutions. La transparence à l'eau d'une infrastructure, c'est souvent celle qui lui offre la plus grande durabilité, j'allais dire, sur le long terme. Donc à partir de là, les différentes techniques qui permettent d'accroître cette transparence, qui peuvent donc les systèmes d'assainissement, mais aussi les techniques de construction, celle de favoriser effectivement une fois l'inondation de crues passées, favoriser l'évacuation de l'eau, les problématiques de désimperméabilisation. Toutes ces techniques sont appelées pour finalement faire évoluer l'infrastructure que l'on doit à un moment ou à un autre moderniser ou entretenir. Vous voulez réagir? Ça joue sur pas mal de thématiques. J'ai pensé en vous écoutant. La thématique des routes, on va chercher effectivement à désimperméabiliser ou les surfaces artificialisées, ou effectivement faire en sorte d'avoir une porosité du matériau. La conception des années 70, c'était que l'eau qui descend du ciel arrive le plus vite possible à la station d'épuration. Donc on s'insère dans une dynamique de petit ou grand cycle de l'eau à ce niveau-là. Et donc on met des collecteurs absolument énormes avec des infrastructures assez coûteuses pour que l'eau arrive le plus vite possible, des routes les plus étanches possibles pour que ça descende. Le résultat, avec une urbanisation extrêmement forte qu'on voit, qu'on a vu avec l'exemple de la Vésubie, mais c'est pareil dans la Roya aussi. Hein. La route pour la Roya pour aller jusqu'en Italie est toujours coupée, 4 ans après Alex aujourd'hui, où on a des déplacements. Une autre route, la Réunion pour le coup, la route qui fait le tour du littoral, a été déplacée, remontée sur pilotis, 2 milliards d'euros en termes de coûts, pour pouvoir continuer à avoir une route qui fasse, avec une bonne circulation, le tour pour éviter les écroulements et les éboulements de falaises notamment. Et la question effectivement, c'est que l'intérêt il est multiple en fait, de travailler sur les routes, mais sur l'aménagement de manière générale. En ayant des bâtiments et surtout des routes les plus poreuses avec une porosité meilleure, on va avoir ce trajet de l'eau qui va être beaucoup plus progressif. Donc plutôt que de faire en sorte d'imperméabiliser les sols, on va réintroduire le paramètre des imperméabilisations globales du sol, au-delà de l'artificialisation qu'on peut faire, de manière effectivement à favoriser son entraînement. Et ça c'est positif aussi dans une autre politique qui est effectivement le rafraîchissement urbain par les trames vertes, par les arbres. Pour qu'un arbre puisse apporter de la fraîcheur en ville, il faut certes qu'il porte de l'ombre, il faut aussi qu'il ait suffisamment d'eau dans le sol à puiser pour en réinjecter une partie sous forme d'évapotranspiration. Et c'est ça qui va donner cette impression de fraîcheur-là, cette impression plus que qualifiée en l'occurrence. Donc c'est vraiment l'axe du coup de rénovation, d'adaptation de son urbanisme en tant que tel. Il joue sur beaucoup de facteurs, que ce soit les inondations, que ce soit effectivement aussi le rafraîchissement et d'autres thématiques. Et donc en travaillant à une maille très fine, à l'échelle vraiment très locale, ça va être le cas aussi pour modéliser les flux de l'eau, et notamment les assureurs en ont énormément besoin pour dire tel bâtiment en fait il peut être viable, il peut résister aux événements extrêmes, mais si on n'en est pas certain, si on n'a pas les modélisations qui nous le montrent, nous assureurs on ne va pas vouloir l'assurer. Oui, tout à fait. Le monde de l'assurance aujourd'hui perd beaucoup d'argent chaque année à cause des inondations. L'année dernière, ils ont perdu 50 milliards d'euros. Au niveau mondial ? Au niveau mondial. Cette année, en France, les coûts de l'assurance ont fait plus 20% sur les assurances inondations, parce qu'on a une année très pluvieuse. Donc, on commence à avoir... Des communes aussi qui n'ont pas été réassurées pour la première fois ? Tout à fait. On a un vrai souci sur le mécanisme de l'assurance et sur la mutualisation des risques en France, et un peu partout dans le monde. Et le cœur de ce problème-là, il est lié à la compréhension des risques d'inondation. C'est un risque qui est très polymorphe, qui est complexe à comprendre, qui est très
déterminé par le territoire et par la météo en local, vraiment à l'échelle de chaque rue, de chaque maison. On va avoir des risques qui vont être très différenciés. Et aujourd'hui, les assureurs n'ont pas de modèle assez précis et n'ont pas des données d'assez bonne qualité pour appréhender ce risque de façon assez précise, pour différencier monsieur, madame machine et monsieur machin qui habitent l'un et l'autre, l'un à côté de l'autre, mais pas avec le même risque. Et donc pour augmenter l'assurabilité dans des territoires qui sont très risqués, vu que plus de 50% de la population française vit en zone inondable, pour augmenter cette assurabilité et éviter en fait de plus d'avoir assureur dans 50 ans, il faut qu'on comprenne mieux ce risque-là à des échelles très très précises pour pouvoir différencier les endroits qui ne sont plus habitables, des endroits qui le sont, et donc qui sont assurables, qui sont protégeables, qui sont assurables, qui sont adaptables, où on peut changer, soit modifier un peu le bâti, soit modifier la façon dont on assure les gens, pour pouvoir les garder en fait, à l'endroit où ils vivent. Parce que les assureurs vont peut-être refuser d'assurer certains bâtiments selon les modélisations. Alors aujourd'hui, la législation sur le refus de l'assurance est assez complexe, donc ils ne peuvent pas de but en blanc dire on ne vous assure pas. Mais effectivement, on a des discussions difficiles sur l'assurabilité des territoires aujourd'hui. Et nous, ce qu'on essaye de pousser, c'est vraiment le maximum de compréhension à petite et à large échelle pour faire des systèmes de mutualisation des risques qui soient les plus efficaces possibles. Parce qu'on ne peut pas juste décider que 80% du territoire français n'est plus assurable. Et donc, il faut prendre en main vraiment ces questions de façon fondamentale pour bien comprendre les risques et aller pousser des solutions qui sont les plus efficaces possibles, quitte ensuite à utiliser les assureurs aussi comme moyen d'aller poser des questions difficiles comme, du coup, quand est-ce qu'on déplace cette population qui ne peut plus vivre à cet endroit-là? Et les assureurs ont un rôle à jouer en tant qu'acteurs économiques majeurs sur ces questions. Des choix très difficiles à prendre, peut y en avoir aussi pour les routes, même si on se dit que c'est pas pensable qu'une route soit réservée à un type d'usage. Et pourtant, maintenant, on voit par exemple les voies dédiées au covoiturage. Est-ce que pour préserver la santé des routes, leur viabilité, on peut dire on restreint l'accès de la route à un type de population, soit aux habitants de communes alentours, soit un type de véhicule en particulier? Les plans de circulation existent déjà, avec des voies réservées, avec des pistes cyclables qui sont des formes de route d'une certaine manière. L'ampleur du patrimoine que l'on a à gérer, je vais dire même indépendamment des enjeux de changement climatique, mais cet enjeu de maintenance et d'entretien de ce patrimoine conduit à hiérarchiser le réseau. Ce qui détruit ou dégrade une infrastructure, fondamentalement, c'est le trafic de poids lourds. Voilà. Après, il y a les phénomènes météo qui s'ajoutent, etc. Donc, à partir du moment où un gestionnaire d'un réseau d'infrastructures, d'un réseau routier, organise le fonctionnement de son réseau, identifie les axes préservés pour du trafic principal, du trafic lourd, distingué d'un trafic léger, d'un trafic local, voire pour les mobilités douces, piétons, vélos, etc. À partir du moment où il y a cette stratégie-là, effectivement, ensuite, on adapte l'entretien, la maintenance de ce patrimoine aux besoins de chacun de ces axes. Donc, ça coûte moins cher, pour faire court, d'entretenir une piste cyclable qu'une autoroute, parce qu'effectivement, les enjeux de structure, de maintenance, etc., sont de différentes natures. Et est-ce que demain, ça veut dire qu'il faudra assumer d'aller encore plus loin dans le côté restrictif de l'accès aux infrastructures de transport ? Sûrement, parce que l'usage aujourd'hui du patrimoine routier dont je parlais, du million de kilomètres, c'est quand même de se dire que c'est une ouverture à tout type de trafic pour n'importe quel véhicule. Et donc cette idée qu'à partir du moment où une route amène quelque part, n'importe qui peut l'emprunter, c'est quand même dans la pratique et dans la culture, je dirais, d'usage de ce patrimoine. Mettre en place des règles de circulation, de limitation, de réservation à tel ou tel usage pose d'autres questions sur l'acceptation, sur s'assurer quand même que l'infrastructure répond aux besoins. Prendre l'exemple très concret qui est celui de l'accès des services de secours. Quand il y a une zone où, même si c'est réservé, qu'il y a de l'habitation avec des véhicules légers, il faut quand même qu'un camion de pompiers puisse accéder. Il faut intégrer ce genre de problématique. Mais d'une certaine manière, cette approche là va être de plus en plus présente. C'est une manière aussi d'assurer un niveau d'entretien suffisant pour tout ce patrimoine. Les collectivités locales vont pouvoir un peu se casser la tête là-dessus. Guillaume Perrin, vous qui les accompagnez, qui en voyez beaucoup, est-ce qu'elles ont l'ingénierie suffisante pour répondre à tous les défis là, un peu qu'on a abordés?
L'ingénierie et les financements, ça va de pair. Ce qu'on avait fait dans Acté, par exemple, c'est qu'on finance, on a 300 millions d'euros à disposition des collectivités sur la rénovation énergétique, effectivement, dont j'assume la direction. Et sur ce qu'on met en place, c'est le financement d'audit uniquement s'il y a l'ingénierie en face. Et si on n'a pas, on peut en financer aussi. Et ça, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin uniquement de bons professionnels compétents qui vont nous faire des bonnes études. On a aussi besoin de la capacité côté collectivité de pouvoir les analyser. Et ça, effectivement, ça passe par les fonctionnaires territoriaux, les contrats, d'autres acteurs qu'on peut avoir au niveau local pour aider à comprendre et agir. Un élu, il est là sur un temps très court. 6 ans, c'est 4 ans d'action communale maximum. 1 an de mise en place, 1 an de bilan, etc. Dans de lancer les marchés ou autres. En 4 ans, on peut faire très peu de choses. Donc il va falloir rapidement prioriser. Il nous faut quelqu'un pour nous prémâcher le travail, pour nous analyser les éléments, pour pouvoir décider en tant qu'élu quelle est la voie qu'on choisit à ce niveau-là et arbitrer entre différentes options. Et savoir faire des choix très douloureux. Parfois aussi, absolument. Merci à tous les trois pour tous ces éclairages.